Bom dia a todos e a todas, espero que estejam bem. Chegamos aqui ao último dia do mini curso, que tem como título Biodiversidade, Mudanças Climáticas e a Conservação do Ambiente Marinho. Hoje é o quarto dia e vamos seguir a mesma lógica de todo o mini curso, né? Primeiramente, uma apresentação da professora Sandrine Marjan Dubois, a quem novamente eu agradeço, e ficam aqui os meus sinceros agradecimentos por todo o mini curso, e logo depois a gente abre um período de perguntas, comentários, observações, que deverão ser feitas aqui no Zoom mesmo. Então, agradeço aqui antecipadamente já a equipe da tradução, formada pelo Wendel, né? Muito obrigada, Wendel, por todos os dias, e hoje é o último dia, sei que o trabalho é árduo, né? Mas você desempenhou aí com bastante profissionalismo e bastante competência. Então, muito obrigada. Obrigada à comissão organizadora aqui, formada por vários alunos e alunas do GERN. Passo a palavra, então, à professora Sandrine Marjan Dubois, que vai dar continuidade ao minicurso. Lembrando que hoje também tem a participação maciça aqui também dos alunos da disciplina que eu oferto na pós-graduação da Faculdade de Direito. Então, os alunos, a nossa aula é hoje, né? Então, eu substituí por essa aula da professora Sandrine, então os alunos poderão também depois no final fazer algum comentário, alguma resposta, porque eles tiveram obrigação de ler e de responder as perguntas, né? Os outros participantes eu acabei não incluindo como obrigação, mas os alunos da disciplina de Direito e Gestão Sustentável dos Recursos Marinhos, eles devem ter uma participação mais assídua hoje aqui no mini curso. Então, passo a palavra à professora Sandrine. A palavra é sua, professora. Muito obrigada. Merci beaucoup, professeur Karina. Je voudrais aussi remercier mon interprète, Wendell, et également Fernanda qui a à nouveau traduit ma présentation PowerPoint. Un grand merci à tous. Je voulais vous dire également, parce que j'ai oublié de vous le dire le premier jour, que derrière moi, le fond, c'est un tableau qui est aussi sur la couverture de mon livre sur la biodiversité. Et c'est un tableau, c'est un tableau peint par un peintre brésilien qui s'appelle Tito Lobo, qui habite à Jean Pessoa et que j'aime beaucoup et qui a accepté de me donner cette image pour que je puisse l'insérer dans mon livre. Et voilà, donc j'ai trouvé sympathique de pouvoir aussi l'avoir derrière moi pendant que je vous parlais justement de ce droit international de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on va parler de... Je vais te partager d'abord mon écran. Voilà. Aujourd'hui, nous allons donc parler pour cette dernière séance du mini-cours de la biodiversité, des changements climatiques et de la conservation du milieu marin. Donc, c'est un moyen de croiser ces trois questions qu'on a déjà rencontrées et bien entendu à plusieurs reprises durant le mini-cours. Donc, je voudrais commencer par rappeler que le climat, la biodiversité, l'acidification des océans, ce sont trois menaces globales urgentes qui ont toutes une origine humaine commune, trois menaces causées par l'homme. Et à ces trois menaces globales répond, comme on l'a vu à plusieurs reprises, mais on va entrer aujourd'hui un peu plus dans le détail, un relatif cloisonnement en termes d'instruments, en termes de gouvernance. Et ce cloisonnement est relativement inefficace car il est inadapté au traitement de trois menaces qui sont
techniquement, écologiquement, trois menaces liées. Et c'est à cause de cette gouvernance cloisonnée, fragmentée, qu'il est très difficile de traiter de manière intégrée de ces questions, très difficile et absolument pas naturelle dans la gouvernance actuelle. Donc, je voudrais insister ici dans ce mini-cours sur l'importance des collaborations entre les régimes, des collaborations, des inspirations mutuelles pour que finalement chacun puisse dessiner à terme des instruments communs ou des instruments propres, mais des instruments plus efficaces parce qu'ils prennent en compte finalement la question environnementale dans toute sa complexité. Et on va voir que c'est, encore une fois, relativement difficile et absolument pas naturel dans notre système de gouvernance. Donc, je voudrais simplement commencer par rappeler les menaces. Il y a des choses que j'ai déjà pu évoquer dans les diapositives qui vont suivre, mais tout le monde n'a pas forcément non plus suivi toutes les séances, donc je voudrais les rappeler. Je pense que c'est important pour la discussion d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par faire un peu le tour des menaces et d'abord par les menaces sur le climat. Et ici, il faut évoquer le dernier rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. C'est un rapport, c'est le 6e rapport d'évaluation du GIEC qui est en cours de publication, en cours de finalisation, mais le groupe 1, qui est le groupe qui travaille sur les éléments physiques, vous avez ici la page du rapport, le groupe 1 a, au mois de juillet, publié déjà une partie de ces résultats. Que nous dit ce rapport du GIEC? Rien de très neuf sur les principes, sur le fond. Le rapport confirme finalement les rapports précédents. Il insiste sur le fait que le réchauffement climatique est largement causé par l'homme et que c'est un fait scientifique incontestable. Il y a une relation quasiment linéaire entre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique qu'elles provoquent. Le rapport insiste aussi, et ça c'est nouveau par rapport au précédent rapport, il insiste sur le fait que les impacts, les conséquences des changements climatiques s'intensifient. Il précise que chaque demi-degré supplémentaire de réchauffement climatique provoque des augmentations clairement perceptibles de l'intensité, de la fréquence des températures extrêmes, y compris des vagues de chaleur. Pour le GIEC, c'est quelque chose de très probable. Toutes les affirmations du GIEC sont accolées d'un degré de certitude ou d'incertitude. Donc, ceci est très probable. Des fortes précipitations avec un degré de confiance élevé, ainsi que des sécheresses agricoles et écologiques dans certaines régions, également un degré de confiance élevé. L'intensification des impacts entraîne aussi une augmentation des précipitations, de l'intensité des cyclones tropicaux, de la fonte des glaciers de montagne, des glaces polaires, de l'acidification des océans, de l'élévation du niveau de la mer. Et le rapport explique aussi que les puits naturels de carbone, qui sont aussi bien des puits terrestres que des puits marins, vont devenir moins efficaces avec l'intensification des impacts. On a déjà évoqué que selon un rapport qui est récemment paru, qui est le fruit du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, nous allons vers une élévation de la température moyenne de 2,7 degrés avant la fin du siècle, température qui continuerait à augmenter selon ce scénario actuel. Et donc, on est aujourd'hui à une augmentation d'un peu plus d'1 degré. Et donc, ici, sur cette diapositive, vous voyez que chaque demi-degré compte finalement. C'est ce que répète
le GIEC, depuis son rapport de 2018 sur les conséquences, sur les scénarios que représente une augmentation des températures à 1,5 degré ou à 2 degrés. Et dans ce rapport de 2018, qui avait été commandé par la COP, le GIEC avait déjà bien précisé que chaque demi-degré compte, et c'est même plus que cela, c'est chaque dixième de degré compte. Donc à chaque dixième de degré correspondent des intensifications des impacts climatiques. Donc le GIEC n'est pas prescriptif, le GIEC simplement fait l'état de la science. Et après, c'est aux décideurs, aux diplomates, au gouvernement, aux États de prendre des décisions en fonction ou de ne pas les prendre. Donc ça, c'est pour le climat. S'agissant de la biodiversité, j'ai ici indiqué une photographie du rapport de l'IPBES qu'on a évoqué à plusieurs reprises, qui est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui est cette espèce de GIEC de la biodiversité. Ce rapport nous informe du fait que, en effet, nous vivons aujourd'hui la 6e extinction de masse des espèces et que c'est une crise qui est plus rapide que les précédentes et c'est un facteur d'inquiétude, la rapidité de la crise, parce que qui dit rapidité dit difficulté pour la biodiversité à s'adapter. Donc, qui dit rapidité dit gravité supplémentaire. Et le rapport précise que 1 million d'espèces animales et végétales seraient aujourd'hui menacées d'extinction, spécialement au cours des prochaines décennies, et que c'est un phénomène qui est sans précédent dans l'histoire humaine. Et c'est encore une fois cette idée d'avoir des chiffres sur la biodiversité. On cherche des chiffres, on a besoin de chiffres, on veut chiffrer. C'est particulièrement le cas quand on essaie d'avoir des objectifs SMART, comme on l'a vu. Mais cette notion d'1 million d'espèces, reste quand même à prendre avec des pincettes. On l'a vu, les estimations de la biodiversité sont assez variables. On est là un petit peu dans des sables mouvants. Mais le GIEC de la biodiversité, l'IPBES, insiste sur la gravité de ces menaces. S'agissant des océans maintenant, les rapports du GIEC en 2019, les rapports du GIEC sur justement l'océan et la cryosphère et le rapport de l'IPBES sur la biodiversité, dont vous avez là les images, ont alerté la communauté internationale sur les menaces pesant sur les océans, en précisant que l'océan remplit des fonctions fondamentales pour le climat, pour les écosystèmes, mais aussi pour les populations, en précisant que les océans connaissent une dégradation qui est de plus en plus tangible, avec la disparition accélérée des récifs coralliens, la fréquence des cyclones, l'augmentation de la pollution des déchets plastiques en mer notamment, que ces impacts sont liés là aussi aux pressions humaines, qu'ils sont considérables et à long terme, pour certains déjà irréversibles à l'échelle humaine, notamment s'agissant des impacts sur le climat, la biodiversité et la sécurité alimentaire. Et ici, avec cette notion d'irréversibilité à l'échelle humaine, on retrouve la problématique de l'anthropocène avec cette espèce humaine, cet homme qui est devenu une force géologique, c'est-à-dire une force capable de modifier le système Terre de manière durable et quasi définitive à une échelle humaine pour des dizaines de milliers d'années. Donc, la difficulté, c'est que ces menaces, elles ont un effet cumulatif, elles se renforcent les unes les autres, et aussi bien le rapport du GIEC que le rapport de l'IPBES alertent sur la nécessité de maintenir la qualité des écosystèmes marins et de restaurer
les écosystèmes dégradés. S'agissant plus spécifiquement de la biodiversité marine, il semble que les océans représentent 70% de la superficie du globe, mais selon les évaluations que j'ai pu consulter, 13% seulement du total des espèces vivantes actuellement décrites, donc moins de 280 000. Donc on voit qu'il y a une distorsion là, ici. Les océans semblent finalement très peu riches en biodiversité par rapport aux zones terrestres. En réalité, cette distorsion entre les deux chiffres, 70% de la superficie globale, 13% du total des espèces décrites, cache deux choses. La première, c'est que nos connaissances du milieu marin et de la biodiversité marine, surtout pour les zones profondes et pour tout ce qui est infiniment petit, les micro-organismes et les bactéries, est une connaissance très partielle. Donc, les chiffres sont largement sous-estimés. Et d'autre part, cela s'explique de manière plus scientifique par le fait que les écosystèmes marins et le mode de vie des espèces, de la biodiversité dans un système marin qui est un système continu, qui est un système qui n'est pas morcelé ou très faiblement morcelé par rapport au milieu terrestre, fait que cela prédispose beaucoup moins à l'endémisme que les milieux terrestres. Et donc, il y a c'est une explication d'une moindre diversification de la diversité biologique. On a un milieu qui est un milieu extrêmement stable depuis 100 millions d'années, qui était un milieu extrêmement stable depuis 100 millions d'années. Mais un autre élément s'agissant de la biodiversité est que, au contraire, la biomasse marine est très importante, c'est-à-dire le poids de la matière biologique, le poids de la biodiversité marine est très important et cela est dû au phytoplancton qui est extrêmement abondant et donc qui fait que la biomasse est très importante. Donc, même s'il y a un nombre d'espèces qui est peut-être moins important que sur les zones terrestres, en revanche, il y a un nombre, une densité de population qui, elle, est très importante. C'est la biomasse. Et il est évident que les changements climatiques qui entraînent à la fois un réchauffement de l'eau, une acidification des océans et une diminution de l'oxygénation, les changements climatiques viennent s'ajouter à d'autres menaces, la pollution, la surexploitation, et pour être ce qu'on appelle un multiplicateur de menaces, un aggravateur de menaces, en s'ajoutant à ces autres menaces, la pollution, la surexploitation, ils viennent véritablement éprouver la résilience des espèces marines à l'extrême. Donc, ces menaces, comme je disais en introduction, sont des menaces en interaction totale. On a ici 3 menaces globales, qui sont 3 menaces urgentes, qui sont 3 menaces qui relèvent des frontières planétaires, du dépassement des frontières planétaires. Même si vous le voyez sur le schéma, l'acidification des océans est encore dans le vert, elle va continuer à s'aggraver et on va rapidement passer probablement dans la zone orange avant d'être peut-être un jour dans la zone rouge. Donc, 3 frontières planétaires, 3 problèmes complexes qui ne peuvent absolument pas être considérés de manière isolée, considérés isolément. Les changements climatiques, on l'a vu avant-hier, sont au 3e rang des menaces qui pèsent sur la biodiversité.
C'est le troisième facteur de diminution de la biodiversité et c'est une menace qui, selon l'IPBES, va aller croissante. La diminution de la biodiversité aggrave les changements climatiques. Ainsi, par exemple, les océans absorbent une grande partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Ils nous rendent là un service écosystémique tout à fait précieux, mais cela entraîne une perte de biodiversité et cette perte de biodiversité affecte le rôle des océans de puits de carbone. Donc, la diminution de la biodiversité vient aussi aggraver les changements climatiques. Les changements climatiques acidifient les océans. L'acidification des océans, le réchauffement des océans sont une menace pour la biodiversité. On le voit par exemple s'agissant des coraux qui sont très sensibles à l'acidification, au réchauffement. 14% des coraux auraient disparu entre 2009 et 2018 et selon les scénarios, les coraux pourraient entièrement disparaître d'ici la fin du siècle. Or, les coraux abritent une large partie de la biodiversité marine, de la faune, de la flore marine. On considère qu'ils abritent à peu près un quart de la faune et de la flore marine. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ce petit schéma du serpent qui se mord la queue. On est vraiment là dans un système complexe avec des actions, des interactions, des rétroactions et des boucles de rétroaction qui rendent vraiment les choses difficiles à gérer de manière isolée. Ici, sur ce schéma, on peut voir de manière un peu plus claire cette complexité avec en haut à droite les activités humaines qui entraînent une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, en particulier du CO2, une augmentation du CO2 qui, par réaction chimique, entraîne une augmentation de l'acidité des océans, avec des conséquences sur le plancton, avec des conséquences sur la perturbation de la croissance des organismes marins. Mais le CO2, l'augmentation du CO2 participe aussi à l'effet de serre qui augmente la température des océans qui a des conséquences sur la migration de certaines espèces, qui a des conséquences sur la perturbation des écosystèmes littoraux, des zones côtières, l'effet de serre qui entraîne des perturbations atmosphériques qui, elles aussi, ont des conséquences sur les zones côtières qui viennent perturber les écosystèmes littoraux. Donc voilà un schéma qui nous montre bien l'enjeu d'une gouvernance qui prenne en compte les synergies. Cet enjeu des synergies, j'ai essayé de le résumer ici. Il s'agit d'abord d'éviter qu'un régime international ait des actions, des politiques décidées dans le cadre d'un régime international et des impacts négatifs sur les buts que poursuivent d'autres régimes internationaux. Éviter les impacts négatifs, et puis c'est aller encore plus loin avec cette idée des synergies, c'est l'idée qu'il peut y avoir des co-bénéfices et que finalement, en essayant de travailler sur non pas sur un, mais sur 2 ou 3 tableaux, voire davantage, on peut avoir des co-bénéfices et ça peut permettre d'aller beaucoup plus loin et de mieux finalement protéger notre environnement. Donc, c'est la nécessité de maximiser les synergies, les co-bénéfices. Une action, une politique qui vise à protéger la biodiversité, qui contribue simultanément à l'atténuation des changements climatiques, c'est par exemple l'agroécologie forestière, les aires protégées. Ça peut être aussi une action, une politique qui vise à atténuer les changements climatiques avec un bénéfice pour la biodiversité. Par exemple, si dans les villes, on développe des infrastructures vertes, il y a un bénéfice en termes d'adaptation au changement climatique, une baisse des températures qui peut être tout à fait sensible, et c'est aussi un bénéfice pour la biodiversité. Par exemple, ça peut être aussi une action ou une politique qui vise à protéger les océans et leur biodiversité avec un bénéfice pour le climat.
Ça peut être le cas si je vise une restauration des écosystèmes marins, si j'instaure des aires marines protégées efficaces. Et voilà, on pourrait multiplier les exemples d'actions synergiques prenant en compte deux ou plusieurs domaines. On a élaboré un concept pour cela, on aime bien élaborer des concepts, c'est le concept des solutions fondées sur la nature. L'idée est bien ici l'idée de synergie, l'idée que ces solutions fondées sur la nature, elles peuvent jouer un rôle important dans l'atténuation des changements climatiques, à condition d'être couplées avec des réductions ambitieuses de gaz à effet de serre, à condition, c'est-à-dire qu'on ne joue pas que là-dessus, parce que ce serait insuffisant. Donc, à condition d'être couplé avec des réductions ambitieuses des émissions de gaz à effet de serre, à condition d'être planifié dans une optique de long terme, parce qu'en la matière, il y a des actions qui sont très séduisantes sur le court terme, mais qui en réalité, sur le long terme, ne sont pas du tout positives, et qu'elles ne soient pas axées sur la séquestration rapide de carbone, parce que ce sera souvent une fausse promesse. Donc ici, on peut prendre un exemple positif et puis peut-être un exemple aussi négatif. Donc l'exemple positif, c'est celui de la restauration des écosystèmes. En restaurant les écosystèmes, je viens renforcer la résilience de la biodiversité. C'est positif face au changement climatique. En termes d'adaptation au changement climatique, cela prévient les inondations, cela permet aussi d'améliorer la qualité de l'eau, de réduire l'érosion des sols, d'augmenter la pollinisation. Donc la restauration des écosystèmes qui va leur permettre à la fois de mieux séquestrer du carbone et de contribuer à l'adaptation de nos sociétés au changement climatique qui, quoi qu'il arrive, sont aujourd'hui en cours. Et c'est aussi d'autres bénéfices qui relèvent d'autres objectifs mondiaux de développement durable, puisque ça va jusqu'à la qualité de l'eau, l'alimentation. Et donc, c'est le type même d'action synergique à la restauration des écosystèmes. Donc ça, c'est un exemple positif. Mais on peut prendre aussi un exemple négatif, un exemple de mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, mais qui est une mesure court-termiste, axée sur la séquestration rapide du carbone et qui, à terme, va entraîner une diminution de la biodiversité. Ici, je pense aux actions qui relèvent de la géo-ingénierie, comme celle de fertilisation des océans. La fertilisation des océans, ça veut dire les ensemencer, notamment avec du fer, pour en quelque sorte stimuler la pompe à carbone, les faire séquestrer davantage de carbone en stimulant la production de phytoplancton. Mais voilà, typiquement une mesure axée sur la séquestration rapide du carbone, qui peut très bien marcher de ce point de vue, mais qui n'est pas planifiée dans une optique de long terme, parce que dans une optique de long terme, ça risque d'entraîner de manière très probable une diminution de la biodiversité et une perturbation des écosystèmes absolument pas durable. Donc, il y a des expérimentations qui ont été faites de ce point de vue, mais pour beaucoup de scientifiques, ce sont des expérimentations extrêmement dangereuses et tout à fait à éviter. Donc ici, voilà, on peut voir un exemple positif, un exemple négatif de ces solutions basées sur la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas absolument pas la panacée, la solution à tous les problèmes par principe, mais que ces solutions basées sur la nature, il faut vraiment les penser sur le long terme, encore une fois, sans penser à une séquestration rapide du carbone. Malheureusement, de ce point de vue, il y a très peu de solutions miracles, mais donc il faut les penser sur le long terme et en les pensant de manière durable. Et
Euh, J'ajoute ici que dans le cadre de la Convention sur la biodiversité, ces solutions basées sur la nature ont été discutées, on va le voir. Et les parties à la Convention sur la biodiversité ne sont pas du tout opposées. Au contraire, donc, les parties à la Convention sur la biodiversité font un pas vers le régime international du climat, sont conscientes des synergies possibles. Mais en revanche, le concept de solution basée sur la nature a été rejeté et on préfère parler de contribution de la nature aux populations. Et ça a été rejeté comme un terme néocolonialiste, en fait. On pourra en discuter après pendant le débat. Euh, donc, aux solutions fondées sur la nature, on a préféré les contributions de la nature aux populations. Peut-être que ce terme de solution est effectivement un terme à éviter. Donc, cet enjeu des synergies, c'est une question qui est tout à fait une question d'actualité, puisqu'il se trouve que cette année, on prépare à la fois la COP sur la biodiversité, la COP 15, et que va se tenir la COP 26 très prochainement à Glasgow sur le climat. Et donc, c'est une année importante pour la gouvernance internationale de l'environnement. C'est une année avec des opportunités, et notamment l'opportunité de traiter mieux cette question des synergies. Et lorsque le GIEC et l'IPBES se sont réunis pour produire un rapport sur la biodiversité et les changements climatiques, que vous avez là, qui est sorti en 2021, ce rapport a précisé que, je cite, la connexion entre les sphères du climat et de la biodiversité est particulièrement cruciale au moment où le monde semble se préparer à prendre des mesures plus énergiques sur les deux tableaux. Des actions urgentes, opportunes et ciblées peuvent minimiser les tendances néfastes et contrecarrer les risques croissants, tout en évitant les erreurs coûteuses et le gaspillage des efforts. Et le rapport ajoute, l'humanité n'a pas de temps à perdre. Et pourtant, donc, ce qui caractérise la gouvernance actuelle, c'est sa fragmentation, comme nous l'avons vu, avec deux organes experts distincts pour la biodiversité et le climat. On en a déjà parlé, je n'y reviens pas. Des régimes internationaux distincts à l'échelle globale, à l'échelle universelle, avec pour la mer la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, ainsi que d'autres conventions qui, à l'échelle globale, s'attachent à la protection du milieu marin. Je ne vais pas toutes citer ici. La Convention de Rio sur la diversité biologique, ses protocoles, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et son accord de Paris de 2015. Donc, on a des régimes ici qui sont des régimes internationaux autonomes, non hiérarchisés, avec donc cette gouvernance fragmentée, ces risques d'incohérence et cette absence de synergie, ce risque d'absence de synergie. C'est particulièrement difficile d'intégrer dans une gouvernance en silo à l'échelle internationale, mais c'est vrai aussi à l'échelle nationale ou à l'échelle infranationale. Donc, ce n'est pas seulement le cas à l'échelle internationale. Chaque régime poursuit un objectif, et même si ce sont les mêmes États qu'on retrouve dans les différents régimes, quand ils sont à l'intérieur d'un régime, quand ils participent à la COP climat ou à la COP biodiversité, ils ont tendance à ne pas prendre en compte le reste. Et cela fait qu'il est bien difficile d'avoir une vision intégrée, alors qu'une vision intégrée est nécessaire. Et donc, je voudrais maintenant qu'on passe en revue un petit peu les points de vue de l'accord de Paris, du cadre mondial post-2020 de ce point de vue,
sur le cadre mondial sur la biodiversité, du traité BBNJ et des ODD. On commence par on commence par les ODD. Pardon. Les ODD, parce que ils sont adoptés les premiers, finalement, dans ces différents instruments. Ils sont adoptés donc en 2015, au mois de septembre 2015, à l'ONU, et ils sont au cœur du programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, de l'agenda de développement 2030 de l'ONU. Donc, ce sont 17 objectifs mondiaux de développement durable qui intègrent la dimension environnementale à la dimension économique et à la dimension sociale. Et nous intéresse ici en particulier l'ODD 7 sur le recours aux énergies renouvelables, l'ODD 13 sur les changements climatiques, l'ODD 14 sur la biodiversité marine et l'ODD 15 sur la biodiversité terrestre. Même si ces ODD ont fait l'objet de nombreuses critiques, il est admis, et c'est une idée à laquelle j'adhère, qu'ils ont une capacité transformationnelle. Ils peuvent être vraiment des game changers et en tant qu'objectif stratégique, c'est un rôle largement reconnu et ça fonctionne relativement bien. Et l'avantage, c'est qu'ici, on a un programme qui est un programme complet, qui est un programme transversal. Et donc, c'est vraiment très précieux puisque finalement, à l'échelle internationale, dans la gouvernance de l'environnement, on n'a que des régimes sectoriels et finalement, les ODD sont le seul programme complet et transversal. Notre instrument qui aurait pu être un instrument transversal était le projet de pacte mondial pour l'environnement, mais ce projet a été rejeté. Et donc, les ODD sont véritablement, on peut dire, la colonne vertébrale de la gouvernance internationale de l'environnement. Et précieux parce que c'est un programme complet et transversal, reconnu par l'ONU, mais auquel adhèrent aussi toutes les organisations internationales. Et que toutes les organisations internationales tentent de mettre en œuvre à leur échelle. Donc ça sont les ODD. S'agissant de l'accord de Paris maintenant, l'accord de Paris a représenté une petite évolution par rapport au protocole de Kyoto. En particulier, on peut dire les lobbies de la biodiversité et des océans ont réussi à faire intégrer dans son préambule cette phrase qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, de la biodiversité reconnue par certains pays. Et cette phrase est importante qu'il y a eu dans le passé de grosses difficultés, notamment en termes d'impact du cadre climatique sur la diversité, que ce soit dans le cadre REDD sur les forêts, REDD, REDD+, que ce soit dans le cadre du mécanisme pour un développement propre. Il y a eu des projets qui ont été menés, des projets de reforestation qui ont été menés dans une thermique et sans prendre en compte l'impact sur la biodiversité. Donc, c'était très important que l'accord de Paris reconnaisse cette importance de la biodiversité de ce point de vue. Et puis, il y a eu toute une série d'ONG qui ont plaidé pour que l'accord se réfère également aux océans pour qu'ils puissent
conduire à une vision plus intégrée des océans, de la biodiversité et du climat que c'était le cas jusqu'alors. Dans tous les cas, si l'accord de Paris fonctionne, c'est-à-dire si les objectifs posés sont atteints, bon, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, puisque on l'a vu, on va plutôt vers 2,7 degrés que vers 1,5 degré. Mais bon, on attend encore des choses de la COP. S'il réussit, ces impacts seront positifs pour les océans, pour le milieu marin, pour la biodiversité. Mais ce qu'il faudrait, c'est aller plus loin et essayer justement de travailler sur les synergies pour aller plus loin que de se dire si on réduit les émissions de gaz à effet de serre, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour les océans. En pratique, le régime du climat est un régime qui s'est montré très autarcique, très fermé, très peu ouvert à l'extérieur, aux autres considérations, notamment, comme je vous le disais, aux questions de biodiversité. Ce n'est pas du tout le cas du côté de la biodiversité qui a été beaucoup plus ouvert climatique. Comment ça s'explique? Peut-être que ça s'explique par une espèce de complexe de supériorité contre lequel il faut certainement lutter. Complexe de supériorité en ce sens que ça fait des années qu'on nous répète que le climat, c'est la menace numéro un, c'est l'inquiétude numéro un, c'est l'urgence numéro un. On a vu que dans le schéma sur les frontières planétaires, en fait, la situation de la biodiversité pour les scientifiques, elle est beaucoup plus préoccupante. Donc, quand vous travaillez pour le régime du climat et qu'on vous répète que c'est l'enjeu numéro un, mais vous avez tendance à foncer tête baissée pour essayer de résoudre cet enjeu, quoi qu'il en coûte, pour d'autres questions, pour d'autres régimes. Donc, je pense que c'est une explication, cette espèce de syndrome de supériorité, cette espèce de syndrome du plus fort, qui est un syndrome que n'a jamais eu la COP sur la biodiversité, et pour cause. Et donc, je pense qu'il y a là vraiment encore un point d'attention dans les prochaines COP, mais que les mentalités ont vraiment évolué ces derniers temps. Et donc, je pense que des décisions comme celles qui avaient été prises et qui ont pu conduire à abîmer la biodiversité au nom du climat, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, elles auront de plus en plus de mal à être prises, seront considérées par certaines parties comme pas du tout légitimes. Donc, je pense que les choses s'améliorent de ce point de vue. Il faut dire aussi que s'agissant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, cela a été laissé aussi bien par le protocole de Kyoto que par l'accord de Paris à l'Organisation maritime internationale, qui a pris une série de mesures déjà, notamment pour baisser l'intensité énergétique des navires, qui réfléchit actuellement à d'autres mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime international. Mais ces mesures sont encore relativement timides et je lisais la stratégie de l'OMI de ce point de vue, sa vision. Et dans sa vision, elle précise qu'il faudra éliminer les émissions de gaz à effet de serre dès que possible au cours du siècle. Et en réalité, l'OMI est un petit peu en retard de ce point de vue par rapport à la COP de l'accord de Paris. C'est ce qui est prévu dans l'accord de Paris, mais beaucoup d'États se sont engagés pour une neutralité carbone bien plus tôt, en 2040, 2050 ou 2060. Donc, la stratégie de l'OMI, pour l'instant, manque un peu d'ambition. S'agissant du projet de cadre sur la biodiversité, donc pour l'après 2020,
devrait être l'après 2022, si tout va bien, puisque le projet de cadre doit être adopté au printemps prochain. Si on compare la COP, on peut dire que la COP biodiversité a toujours été très ouverte aux enjeux climatiques. Encore récemment, lors de la première partie de la COP, qui s'est tenue la semaine dernière, il y a eu un segment de haut niveau qui a dédié une table ronde à cette question biodiversité, climat. Et dans les décisions de la COP, c'est une préoccupation qui est très importante. Si on regarde le projet de cadre, il reflète bien cet objectif et ça correspond à un mandat donné par la COP, un mandat qui a été donné par la COP au groupe de négociation. Ce cadre mondial, ce projet de cadre... Excusez-moi. Oui. Non, c'est juste pour te dire qu'il y a de petites interruptions. Donc, je pense que ça peut rendre le travail de Wendell un peu difficile. Et là, il y a Jules, qui c'est le technicien. Il te demande s'il y a, je ne sais pas si on dit navigateur, Wendell, si le navigateur ouvert dans d'autres pages, parce que c'est mieux de fermer les autres pages parce qu'il se peut qu'il y a de pages qui sont en train de voler la connexion, oui, de la connexion. Donc, ça, c'est une mesure. Je ne sais pas si la vidéo, d'essayer de laisser sans vidéo. Je peux couper la vidéo. Ouais. Couper la vidéo peut aider aussi. Je coupe la vidéo, mais c'est vrai que pour le reste, mon navigateur, il est fermé. Ah, OK. Donc, on essaye comme ça. C'est juste, passez pas tout le temps. De petits moments que ça arrive. Donc, on verra si de cette manière, il y a moins d'interruptions. Juste seulement en raison de la traduction. D'accord. OK, merci. D'accord, je comprends. Il ne faut pas hésiter à me dire, je peux répéter. Donc, ce projet de cadre, il suit le mandat qui a été donné par la COP, qui demandait de tenir compte de cet objectif de mettre en place des synergies avec les autres régimes. Et effectivement, c'est un projet de cadre qui se veut un projet de cadre global, transversal, qui dépasse largement la Convention sur la diversité biologique. Il est précisé qu'il vise à promouvoir les synergies et la coordination avec les processus pertinents. Il établit un lien avec le programme de développement durable à l'horizon 2030, précisant que le cadre biodiversité doit contribuer fondamentalement à la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, tandis que parallèlement, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable contribueront à créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre du cadre. Donc, vous voyez cette ouverture de la COP sur la biodiversité. Le cadre concerne bien entendu aussi bien la biodiversité marine que la biodiversité terrestre, avec des mesures importantes pour la biodiversité marine, sur la restauration des écosystèmes et aussi sur les aires marines protégées, avec l'objectif de 30% du milieu marin transformé en aires marines protégées. Et il y a une cible 8 qui porte précisément sur les changements climatiques. Dans cette cible 8, il est prévu que le cadre, l'objectif est de réduire au minimum l'impact des changements climatiques sur la biodiversité, contribuer aux mesures d'atténuation et d'adaptation grâce à des approches fondées sur les écosystèmes, en contribuant à hauteur d'au moins 10 gigatonnes de CO2 équivalent par an aux efforts mondiaux d'atténuation et de veiller à ce que toutes les mesures d'atténuation et d'adaptation n'aient pas d'effet négatif sur la biodiversité. Donc, vous voyez, cette cible 8, c'est à la fois un engagement des États que les mesures
prise dans le cadre du climat n'aient pas d'impact sur la biodiversité et que les mesures d'atténuation, les mesures et d'adaptation n'aient pas d'effet négatif sur la biodiversité, mais c'est aussi l'idée de contribuer à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique grâce à ces approches fondées sur les écosystèmes, grâce à ces solutions basées sur la nature. Donc, approche fondée sur les écosystèmes. J'ai également regardé le projet de traité BBNJ sur le sujet. Donc, ce projet qui est en cours de négociation et on peut consulter sur Internet le projet de texte qui compile article par article les propositions des États. Et il se trouve que ce projet fait de très nombreuses références au changement climatique. Déjà, dans le préambule, il est souligné le besoin de renforcer la coopération pour prendre en compte à la fois la dégradation des écosystèmes marins, de l'environnement marin et les impacts causés par le climat sur la biodiversité marine. Il est noté l'importance de la réhabilitation, de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, en incluant la nécessité de renforcer leur productivité, leur santé, de renforcer leur résilience aux facteurs de stress, en particulier ceux relatifs au changement climatique, à l'acidification des océans et à la pollution marine. Et donc ça, ce sont des dispositions très intéressantes parce qu'elles font vraiment le lien entre tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, l'environnement marin, la biodiversité et le climat. Dans le dispositif même du traité, ce ne sont que des projets, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va aboutir, mais il y a de très nombreuses références au changement climatique. C'est le cas dans l'article 5 sur les principes généraux qui se réfère à une approche qui construit la résilience des écosystèmes aux effets négatifs du changement climatique et de l'acidification des océans et qui restaure l'intégrité des écosystèmes. Donc, c'est dans les principes généraux. C'est aussi dans les objectifs de l'article 14. Maintenir, restaurer la biodiversité et les écosystèmes, construire la résilience aux facteurs de stress en incluant les changements climatiques, l'acidification des océans et la pollution marine. Pour certains, ça doit être dans les objectifs, article 14. Pour d'autres, ça doit rester dans le préambule. On verra ce qui se passe à la fin. Il y a des idées très intéressantes, comme dans l'article 17, l'idée d'aires protégées qui pourraient être des aires protégées mobiles. On a vu au début du cours sur la biodiversité que la biodiversité, on a du mal à l'appréhender avec nos outils juridiques parce que elle est en quelque sorte évolutive et de ce point de vue un peu fuyante. Et c'est le problème notamment des aires protégées qui consiste à dessiner sur des cartes des zones qu'on protège, alors que la biodiversité, elle a toujours évolué et que tel type de forêt est là à un instant, puis il se déplace dans le temps. Et donc, c'est la même chose pour l'environnement marin. Et c'est aggravé par les changements climatiques qui conduisent beaucoup d'espèces à migrer, à déplacer leur aire de répartition. Et donc, cette idée d'aire protégée mobile, elle est tout à fait intéressante, peut-être un peu difficile à mettre en œuvre, mais tout à fait intéressante. Et puis, on s'y réfère dans l'article 25 qui nous dit qu'en déterminant l'effet supplémentaire l'effet supplémentaire qu'il faut prendre en compte les effets cumulatifs dans la détermination des effets d'une activité planifiée sous la juridiction et le contrôle d'un État partie, qu'il faut prendre en compte l'ensemble des effets
ce passé, ce présent, ce raisonnablement prévisible dans le futur, en incluant ceux relatifs au changement climatique et à la pollution atmosphérique, et ceci sans tenir compte, quelle que soit la juridiction de l'État partie, l'État qui a la juridiction ou le contrôle sur ces activités. Et ça, c'est aussi une disposition qui me semble tout à fait révolutionnaire, puisqu'elle cherche vraiment à coller à la réalité et à prendre en compte ces effets cumulatifs et à demander à un État de prendre en compte ces effets cumulatifs, même si lui n'en est pas responsable. Donc, c'est très intéressant comme disposition. Là encore, je ne sais pas si elle restera dans l'accord final à suivre. Et puis, il y a aussi une référence dans les financements au Fonds vert pour le climat, donc qui pourrait faire partie des mécanismes de financement pour la mise en œuvre du projet BBNJ. Donc, on voit que dans ce projet, il y a quand même vraiment des innovations et une véritable volonté d'intégrer la question qui est tout à fait extraordinaire. Je veux rappeler ici, je vous en ai déjà parlé hier ou avant-hier, mais je veux rappeler ici que quoi qu'il en soit, en dehors de ces obligations conventionnelles existantes au futur, en cours de négociation, il faut toujours y penser à ce socle d'obligations coutumières qu'ont les États, qui est un socle précieux parce que ce sont des obligations générales, transversales à tous les domaines et applicables à tous les sujets du droit international, État, organisation internationale. Donc, je pense ici aux obligations de diligence, de vigilance, de due diligence, qui sont, comme on l'a vu, à la fois une obligation substantielle, celle de prendre les mesures appropriées pour prévenir les dommages à l'environnement des autres États et dans les zones situées au-delà des juridictions nationales, comme la haute mer. Et on a vu que cette obligation de prévention, elle inclut des mesures de précaution. En tout cas, c'est ce qu'a dit le Tribunal international du droit de la mer, la Chambre du Tribunal international du droit de la mer sur les fonds marins. Et ce sont aussi des obligations procédurales, information, notification, études d'impact, obligation de réparation des dommages. Et donc, à la fois l'obligation substantielle, les obligations procédurales, ce sont des obligations, je répète, générales, transversales, applicables à tous les sujets du droit international. Je crois qu'on a trop tendance à les oublier et qu'il faut toujours se souvenir que c'est vraiment le socle et que les États devraient s'y référer plus souvent. Et en réalité, cela pourrait entraîner pas mal de mise en cause de la responsabilité des États, soit seuls, soit combinés avec des obligations coutumières. Donc, pas mal de contentieux internationaux, finalement, potentiellement, pourraient advenir à cause de la violation de ces obligations coutumières. Il n'y a pas encore toujours le réflexe d'y penser. Alors, bien sûr, vous me direz avec raison que dans la société internationale, le plus difficile est souvent de trouver un juge international. Et c'est tout à fait exact et c'est souvent la limite. Mais il y a aussi, je pense, cette idée qui n'est pas encore assez exploitée. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Donc, on est vraiment dans la nécessité de promouvoir ces synergies à travers une approche qu'on peut dire une approche holistique. C'est important de l'intégrer dans le futur accord BBNJ. Pour l'instant, il est assez prometteur de ce point de vue. C'est important de l'intégrer dans les négociations climatiques. Il faut absolument que la COP sur le climat cesse d'être fermée à l'environnement extérieur.
important aussi lors du prochain sommet sur les océans, important dans la négociation du cadre global sur la biodiversité. De ce point de vue, il y a plusieurs mesures proposées dans le cadre qui sont intéressantes. L'objectif 30-30 de 30% des zones marines transformées en aires protégées d'ici 2030. L'objectif d'une gestion efficace des zones protégées. Pour cela, il y a plusieurs standards, comme la liste verte des aires protégées de l'UICN, à laquelle s'est référée la COP. L'objectif de restauration des écosystèmes dégradés. Dans le cadre, c'est un objectif de 20%. Beaucoup d'ONG, de scientifiques considèrent que c'est trop peu, qu'il faudrait le passer à 30%. L'objectif de promouvoir les approches, les solutions fondées sur la nature, mais finalement, l'objectif de réorienter les subventions néfastes, d'augmenter les financements, de renforcer le suivi. Tout cela peut contribuer aussi de manière très positive à la réduction, la limitation des changements climatiques, à l'adaptation au changement climatique et à la qualité, à la résilience du milieu marin. On a ici une gouvernance qu'il faut faire évoluer et on a parlé à plusieurs reprises de cette gouvernance fragmentée. C'est une donnée. La gouvernance internationale de l'environnement est une gouvernance polycentrique et il faut faire avec. Donc, il faut travailler dans ce cadre de gouvernance polycentrique, dans ce cadre fait de ce que les politistes appellent des complexes de régime. Il faut travailler pour que ces complexes de régime augmentent finalement leurs relations, pour que les circulations de normes, pour que les circulations d'acteurs soient plus importantes entre les régimes et les complexes de régime. Un élément aussi qui est souligné, c'est la nécessité de faire intervenir les parties prenantes, les peuples autochtones, les communautés locales, les ONG, les scientifiques, pour bâtir des mesures solides. Et c'est vrai aussi bien à l'échelle internationale que nationale ou infranationale. Et donc, je voudrais terminer parce que ça me permet aussi de conclure l'ensemble du mini-cours, que la vision, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, la vision qui a été arrêtée par la Convention sur la diversité biologique, c'était en 2010, c'est ce qu'on appelle la vision à 2050. Et cette vision à 2050, c'est qu'en 2050, nous vivons en harmonie avec la nature. Cette vision, elle suppose aussi et elle repose, je pense, sur un renouvellement des relations avec la nature, une redéfinition de nos valeurs communes pour, certains disent, habiter la Terre autrement, habiter la Terre de manière différente et parvenir à organiser finalement une cohabitation pacifique avec l'ensemble des êtres vivants, avec toutes les autres espèces. L'espèce humaine n'est qu'une des espèces qui font la diversité biologique et c'est une espèce qui doit apprendre à cohabiter de manière pacifique avec toutes les autres espèces. Voilà, c'est un apprentissage que l'on doit faire. On en est encore loin aujourd'hui, mais ça progresse un petit peu. Donc voilà, merci beaucoup. Merci pour votre attention durant tout ce cours. J'espère que ce n'était pas trop long, j'espère que ce n'était pas trop inaudible à cause des problèmes d'Internet. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais essayer de remettre ma caméra. Je me tourne maintenant vers les professeurs Karina et Anna. Beaucoup, professora Sandrine, muito obrigada.
pela excelente exposição. Vi que há pessoas do Brasil todo, então queria agradecer a presença e a participação aqui no minicurso de todos e todas. Na segunda parte, nós iremos inserir, além das respostas, inserir aqui a lista de presença e também iremos fazer uma foto. Então, a partir de 10 horas, todos e todas serão inseridos e inseridas como palestrantes aqui no Zoom, então todo mundo vai poder abrir a câmera e, eventualmente, se a gente tiver tempo, até abrir no final o microfone, quem quiser fazer algum comentário, certo? Bom, então, iniciamos agora a segunda parte das atividades da manhã. Eu vou aproveitar aqui, antes de começar, para convidá-los e convidá-las para um webinário que ocorrerá às 11 horas, sobre o seguinte tema, o tema do papel do direito nas ciências do mar. Esse webinário é o primeiro webinário organizado no contexto do GT Humanidades, que é um grupo de trabalho no contexto do PPGMAR da CECIRM. Quem trabalha com o tema de recursos marinhos, né, provavelmente conhece a CECIRM, que é a Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar, que cuida de temas relacionados à gestão do ambiente marinho, e um dos GTs que foi criado recentemente é o GT Humanidades, para a inserção das ciências sociais aplicadas e ciências humanas no âmbito das ciências do mar. Então, esse vai ser o primeiro webinário sobre o tema. Eu vou passar aqui no chat o link, vai ser um webinário transmitido no YouTube, estão todos e todas convidados e convidadas a participar, tá? A Ana Sara, acho que já até acabou de inserir. Então, de volta aqui ao minicurso, professora Sandrine, eu vou passar, acho que a palavra à professora Ana Flávia, que talvez ela queira fazer um comentário geral e também deixar algum questionamento, e depois, professora Ana Flávia, você pode ler as perguntas que foram inseridas aqui no Q&A, ou então passar a palavra novamente para que eu as leia, como você quiser. Então, professora Ana Flávia. Ana, nós não estamos te vendo nem ouvindo. Será que você não voltou ainda? Bom, pelo visto não. Então, eu vou fazer o bloco de perguntas que estão aqui já inseridas no Q&A e depois eu retorno a palavra à professora Ana Flávia. Então, professora Sandrine, existem aqui duas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta também e vou ler duas perguntas do primeiro dia que eu tinha deixado para hoje, que eram relacionadas ao tema de mar. Eu vou resgatá-las aqui também e vou incluí-las no hall de perguntas. Então, a primeira pergunta foi feita pelo Guilherme Abuchalá, e a pergunta é a seguinte: existe uma posição unificada da União Europeia com relação às expectativas no tratado da BBNJ, ou tratam-se de aspectos de interesse de cada Estado? Caso exista tal posição unificada, há alguma expectativa específica de contribuição do Brasil, como no caso da Amazônia? O Brasil, por exemplo, detém a segunda maior extensão de manguezais do mundo, apenas atrás da Indonésia. Tal fator poderia ser levado em consideração? Essa é a primeira pergunta do Guilherme Abuchalá. Desculpa, Guilherme, se eu não pronunciei corretamente. E a segunda pergunta foi feita pelo Rogério de Oliveira Gonçalves. Olá, Rogério. Professora Sandrine, poderia ser o modelo do patrimônio comum da humanidade um bom modelo para a natureza jurídica da biodiversidade marinha além da jurisdição nacional? Imagino que deveria ser, a exemplo da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos.
ser criada uma estrutura no seio do BBNJ para cuidar das questões envolvidas, como a distribuição dos benefícios, a criação e gestão das áreas marinhas protegidas, a avaliação de impacto e a cooperação científica. A senhora entende que seria um bom começo para a integração da biodiversidade? Eu adicionaria a esse questionamento do Rogério, Sandrine, a seguinte questão ligada a esse ponto, né? Que seria, a pergunta seria a seguinte: como a governança policêntrica, ela pode lidar com os impactos cumulativos das atividades, né? E se você vê que, se você acha que o órgão ou os órgãos que podem ser criados no contexto das negociações BBNJ poderiam ser uma esperança por um pouco mais de sinergia e de preocupação com impactos cumulativos de diversas atividades, ou não? Continuaremos na mesma perspectiva de uma governança policêntrica, né, com a BBNJ apenas dedicada a questões específicas ligadas, né, apenas ao seu âmbito de aplicação, sem uma preocupação ligada aos impactos cumulativos de diversas atividades, né? Então, essa é a minha pergunta. As duas perguntas que ficaram do primeiro, deixa eu ver se eu acho, do primeiro dia, que estavam relacionadas ao mar, e que eu disse que eu iria resgatá-las hoje, são as seguintes. Foi uma pergunta anônima, está em francês, eu vou ler em francês. Cohabitation de la RCMD et de la non-discrimination des États. Quel modèle possible pour la réduction maritime des émissions de gaz d'effet de serre dans le cadre de l'Organisation Maritime Internationale? E a segunda foi feita pelo Rogério também. Percebe-se um clima muito belicoso e retroativo por diversos estados no Acordo do Clima, como os Estados Unidos. Poderia avaliar os debates na biodiversidade, como a BBNJ? Esse é o primeiro bloco de perguntas. Vi que a professora Ana Flávia retornou. Professora Ana Flávia, passo a palavra a você antes, então, de passar a palavra à professora Sandrine. Muito obrigada, professora Karina. Estão me ouvindo bem? Sim. Professora Sandrine, muito obrigada pelo seu fantástico curso, excelente, muito inspirador mesmo. Eu gostaria só de provocar um pouco com a abordagem de relações internacionais, porque nós estudamos grandes tendências, que chamamos de megatendências, e duas me parecem muito importantes para o debate do tema do curso. A primeira é o deslocamento de poder para a Ásia, ou mais especificamente o poder chinês, a capacidade chinesa de atuar em diferentes agendas, e principalmente uma mudança de postura diplomática nos últimos anos. Então, a China, não como um grande inimigo a ser combatido, mas como um país que tem um modelo diferente do modelo ocidental, que vem com novas propostas, que criou organizações intercontinentais como o Banco New Development Bank, e que tirou mais de 400 milhões de pessoas da pobreza nos últimos anos. Então, como um modelo muito fora da curva e que, de certa forma, abala as estruturas da governança global ou da ordem internacional pós-Guerra Fria. Essa é a primeira mega tendência, deslocamento de poder para a Ásia. A segunda mega tendência, mais antiga e tão desafiadora quanto a primeira, é a privatização, que significa o empoderamento de atores do mercado, e nós temos visto isso de forma recorrente, tanto as big techs de tecnologia, como os mega empresários que estão planejando turismo espacial, colonização do planeta Marte, e etc.
Então, a minha pergunta vai também no sentido da governança policêntrica e conectando com o que a Karina acabou de perguntar, no sentido de qual o espaço que você atribuiria a eles nesse processo de construção do direito internacional, de atualização das bases e dos princípios já consolidados no direito internacional? Muito obrigada. Très bien, merci beaucoup. Je réponds? Oui. Oui. Ok, ok, merci beaucoup pour toutes ces questions, comme toujours très, très pertinentes et très, très intéressantes. Donc, je voudrais commencer par répondre à Guilherme sur est-ce qu'il y a une position unifiée de l'Union européenne? Au sein de l'Union européenne, les choses sont toujours un peu compliquées. En termes pour qu'il y ait une position unifiée, il faut qu'il y ait une compétence de l'Union européenne. C'est bien entendu le cas en la matière. Sur les questions de pêche, la compétence de l'Union européenne est même exclusive. Donc là, les États membres doivent de toute façon s'entendre et il faut définir une position commune et c'est celle de l'Union. En matière d'environnement, c'est une compétence partagée. Donc, selon les questions, c'est l'Union européenne qui a une position commune et c'est l'Union européenne qui parle au nom des États et parfois ce sont les États qui parlent aussi selon les sujets, selon les questions, selon si ça relève de la compétence de l'Union européenne ou si ça relève de la compétence des États membres. Concrètement, tout relève largement de la compétence de l'Union européenne. La compétence des États membres, elle est résiduelle et elle est vraiment marginale. Donc oui, il y a une position commune de l'Union européenne. Dans le contexte actuel, l'Union européenne en interne est très divisée. Donc l'élaboration des positions communes est toujours très difficile. Elle est l'objet de tiraillements. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir assister à des réunions, bon, ce n'était pas dans le cadre des BBNJ, mais dans le cadre du climat et dans le cadre d'autres négociations. Les négociations, des réunions internes, dans le cadre des négociations, les États membres et l'Union se réunissent matin, soir, parfois même plusieurs fois dans la journée quand c'est nécessaire pour unifier leurs positions. Et selon les sujets, selon les domaines, selon les périodes, ce sont vraiment des moments de bataille, en fait, bataille très importante. Donc, pour que l'Union arrive à parler d'une seule voix, c'est nécessaire qu'il y ait ces discussions internes. Mais sur certains sujets, sur certains points, l'Union européenne ne parvient pas vraiment à s'entendre et donc l'Union européenne est muette. Il arrive souvent, en tant qu'Européen, que je participe à des négociations internationales et que je me dise, mais enfin, sur tel point, je voudrais entendre l'Union européenne, je voudrais que l'Union européenne parle, mais parfois l'Union européenne ne peut pas parler parce que justement, elle n'est pas parvenue à se mettre d'accord sur une position unifiée. Et donc, c'est certainement un facteur qui mine l'audience de l'Union européenne à l'échelle internationale parce que souvent, elle est muette par la force des choses. S'agissant des mangroves, c'est vrai que je n'ai pas évoqué les mangroves, je réalise. Les mangroves sont effectivement extrêmement importantes et tout à fait au carrefour de ces questions de protection de l'océan, de la biodiversité marine et du climat. Il est vrai que le Brésil est très riche en mangroves. Est-ce qu'il y a des attentes particulières de l'Union européenne de ce point de vue? Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu particulièrement formuler d'attente vis-à-vis du Brésil de ce point de vue, comme ça a pu arriver pour l'Amazonie.
Et le terme de mangrove est actuellement pas présent, je pense, dans le texte de négociation. Et même s'il est discuté d'intégrer le terme de forêt pour tout ce qui concerne les zones côtières. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, elle est de Rogerio, que je remercie beaucoup pour toutes ces questions pertinentes chaque jour et pour son écoute. C'était sur l'édifice institutionnel. Et donc, si j'ai bien compris, Rogerio considérer comme très positif que sur le plan institutionnel, dans le cadre du BBNG, on se dirige vers un modèle qui ressemble à celui de l'autorité des fonds marins et qui soit au service du patrimoine commun de l'humanité. J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait vers ce modèle qu'on se dirige, c'est vers quelque chose de plus souple, plus respectueux de la souveraineté des États, plus traditionnel. Ce qui est discuté, c'est une COP, un organe scientifique et technique, un secrétariat, et sur les compétences de la COP et les compétences de l'organe scientifique et technique, il y a des propositions très différentes des États qui pourraient permettre d'aller plus ou moins loin dans l'institutionnalisation et dans la contrainte des États. Je n'ai pas l'impression qu'on soit actuellement dans une période très faste pour le multilatéralisme et je crains qu'on n'aille pas très très loin de ce point de vue. Mais bon, c'est à surveiller, il faut voir ce qui sortira des négociations de ce point de vue. Sur la troisième question, donc c'est une question de Karina, sur la gouvernance polycentrique. Est-ce que les organes qui vont être créés dans ce cadre nous donnent l'espoir d'évoluer vers autre chose, de dépasser la gouvernance polycentrique? Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'on restera dans du polycentrisme avec finalement un nouveau régime qui est créé, qui va s'additionner aux autres, qui ne sera pas hiérarchisé par rapport aux autres. Donc, de ce point de vue, pas de différence sans doute par rapport à l'existant. En revanche, ce qui me semble intéressant, c'est vraiment le contenu potentiel du traité qui dénote vraiment d'une approche holistique de toutes ces questions. Et donc, si cette approche holistique, elle est dans les gènes de ces institutions, on peut imaginer qu'elles mettront en œuvre cette approche holistique et donc elles pourraient représenter un grand progrès quand même en termes d'une gouvernance beaucoup plus synergique. Mais là aussi, il faut voir comment les choses évoluent, à quoi les négociations aboutissent. Pour l'instant, tout cela est en point d'interrogation. Mais il y a vraiment des éléments intéressants dans le traité, dans le projet de traité. Donc là aussi, à suivre. Sur la réduction maritime des gaz à effet de serre, le rôle de l'OMI, il est... je l'ai déjà un petit peu évoqué. Je ne vais pas entrer dans le détail, simplement pour redire qu'effectivement, la réduction des gaz à effet de serre résultant à la fois du transport de l'aviation internationale et du transport maritime international ont été laissés à l'Organisation de l'aviation civile internationale et à l'Organisation maritime internationale, ont été laissés de côté, ne sont pas traités dans le cadre de l'accord de Paris. Et donc, s'agissant du maritime, c'est l'Organisation maritime internationale qui s'en occupe. Elle a une série de mesures ont été prises par les États parties, les États membres de l'ONU ces dernières années. De nouvelles mesures sont en discussion. Pour l'instant, la stratégie de l'ONU n'est pas une stratégie très ambitieuse. En particulier, je le disais, par rapport à cette idée d'atteinte de la neutralité carbone dès que possible avant la fin du siècle.
l'OACI semble plus ambitieuse pour le transport aérien. Mais on va voir là encore ce que les États vont décider. On s'oriente vers l'utilisation de mécanismes de marché aussi, lesquels taxes. Apparemment, beaucoup d'États sont en faveur d'une taxe internationale. Donc, les choses pourraient bouger dans les mois qui viennent et de manière positive s'agissant de l'Organisation maritime internationale. De toute façon, il y a de très fortes pressions de la société civile, des ONG, pour qu'un pas en avant soit vraiment franchi de ce point de vue. Il y avait aussi la question de Rogerio, à nouveau. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc, il s'agit du contexte, n'est-ce pas, du contexte des difficultés géopolitiques, finalement, en ce sens, ça rejoint la question aussi de Anna. Les débats au sein du climat sont assez conflictuels et depuis toujours. Au sein de la CBD, les débats sont beaucoup moins conflictuels globalement, même s'il y a des points d'achoppement, mais c'est une ambiance différente, plus souple. Les États-Unis ne sont pas partis à la CBD, mais ils participent en tant qu'observateurs et ils peuvent même sur certains sujets être un observateur assez présent. Et donc, oui, les ambiances sont différentes, mais dans les deux contextes, dès qu'on se met à parler d'argent, en fait, dès que les décisions peuvent avoir des conséquences financières importantes, ça se tend et c'est difficile. Quand on décide qu'en 2050, ce serait très bien qu'on vive tous en harmonie avec la nature, tout le monde est d'accord. Quand on commence à parler chiffres ou on a évoqué à plusieurs reprises aussi les informations de séquençage numérique, sur toutes ces questions, là, les débats se tendent énormément. Et donc, pour répondre à Anna, qui en tant que spécialiste des relations internationales, amène cette vision des relations internationales qui est tellement importante pour nous, les juristes, et tellement complémentaire des analyses qu'on peut avoir en tant que juriste. Je sais pas par quel bout le prendre, mais je suis évidemment d'accord avec le constat. Beaucoup de choses ont changé, en fait. Et dans la vie internationale, dans les relations internationales, et très certainement l'irruption des acteurs non étatiques et des entreprises est une évolution encore plus perturbante que la montée en puissance de la Chine, parce que ces acteurs non étatiques, et en particulier les entreprises, le droit international a toujours énormément de mal à les saisir, en fait. Et à ce jour, le droit international les protège, leur donne des droits, aux entreprises, mais finalement, assez peu d'obligations. Et souvent même pas d'obligations. En tout cas, pas d'obligations directes. C'est-à-dire que pour toucher les entreprises, le droit international doit passer par l'intermédiaire des États et donc ils n'arrivent pas à les saisir de manière directe. Et ça, c'est quand même un problème majeur. Il y a une espèce d'inadéquation entre notre cadre juridique et la réalité de la société internationale. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu de mise à jour des principes. J'ai l'impression qu'en fait, d'un côté, tout a changé dans les faits et dans le droit, on reste avec peu ou prou le même droit qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ça a assez peu changé. Et finalement,
on a développé des petits outils, mais c'est très marginal, comme les agendas de l'action. J'ai évoqué à plusieurs reprises les agendas de l'action. Donc, un agenda de l'action, concrètement, et on en a fait dans plusieurs domaines. On en a fait un pour le climat, c'est celui qui marche le mieux. Il y en a un pour la biodiversité, il patine complètement, mais c'est un site Internet dans lequel les entreprises ou les collectivités locales, les villes, peuvent s'enregistrer et peuvent faire enregistrer leurs contributions propres. Donc, c'est bien parce que ça stimule les acteurs privés, les acteurs non étatiques, les entreprises notamment. Ça les stimule et ça les amène à formaliser leurs contributions et à prendre des engagements. Mais il y a quasiment pas de contrôle sur ce qui est fait. Donc, ça peut conduire à beaucoup de greenwashing. Ça peut être très peu effectif en d'autres termes. Ça peut servir les entreprises et pas servir l'environnement du tout. Donc, en réalité, les aménagements qu'on a fait au droit international pour tenir compte de ces évolutions, ils sont très limités, très marginaux. Et je pense qu'on a aujourd'hui un droit international qui est anachronique. Et c'est une des raisons de l'absence d'effectivité du droit international. C'est une des raisons qui font qu'on a beau multiplier les traités, les décisions des COP, les stratégies et les institutions aussi, mettre quand même de l'argent dans tout ça, mais au final, on voit que l'environnement continue de se détériorer. Donc, il y a du travail de ce point de vue. Et c'est un sujet sur lequel les juristes doivent travailler avec les politistes. Donc, merci beaucoup pour cette question. Merci. Obrigada a você, professora Sandrine. Não tem mais nenhuma questão no Q&A aqui, certo? Talvez alguém gostaria de colocar mais alguma questão, professora Karina? Eu estou satisfeita, não vou mais. Já acho que eu já fiz muitas perguntas para a professora Sandrine, estou mais do que satisfeita. A gente pode abrir aqui, talvez, os microfones, uns 5 minutinhos, para, eventualmente, se alguém quiser fazer uma pergunta, fazer um comentário final. Como os microfones e os vídeos estão sendo habilitados, talvez nem todos e todas estejam habilitados, mas vai ter que ser só 5 minutinhos, e aí depois desses 5 minutos eu fecho, né, com agradecimentos, e a gente faz uma foto final, todo mundo abre o vídeo, a gente faz uma foto final do mini curso, pode ser? Eu recebi aqui também um alerta, né, que eu agradeci a presença de pessoas do Brasil todo, mas me informaram, e depois eu vi aqui também no chat, que há pessoas que estão na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Então, muito obrigada pela participação, não apenas nacional, mas internacional, estrangeira, e vi que tem até uma aluna sua, professora Sandrine, que está lá na França, uma doutoranda, que eu acredito que seja brasileira, Carolina, eu acho. Então, muito obrigada pela presença de todos e todas. Vou, então, permitir aqui uns 5 minutinhos para a gente poder ouvir alguns de vocês, né? Podem levantar a mão, vi que o Rogério está com a mão levantada, pode falar, Rogério. Bom dia, professora Karina, bom dia a todos e todas. Tá? Com muita satisfação, realmente, a gente participa desse mini curso, né? E eu queria só cumprimentar também a professora Bárbara Mourão Sachê, lá do CEDMAR, uma das nossas coordenadoras. Muita satisfação ver a presença dela, cumprimentei no chat. E cumprimentar a professora Sandrine, né, pela qualidade do curso. Realmente, eu quis participar com o que eu vivi nos últimos anos, que é essa evolução da BBNJ, né? Mas tem sido uma experiência de aprendizado muito grande para mim, ao longo desse período aí que a gente está estando junto. É só um cumprimento mesmo. Muito obrigado aí pela oportunidade e sucesso. Muito obrigada, Rogério. Rogério super ativo
tanto aqui quanto em outras instituições, né? Cumprimento também a Bárbara, Soraya, que eu vi por aqui também, né? Entre outros e outras colegas, amigos, amigas, alunos, alunas. Mas alguém gostaria de falar rapidinho e de ligar o vídeo para a professora Sandrine também poder conhecê-los, conhecê-las? Eu vou aproveitar, então, e dizer que, professora Sandrine, seu curso é extremamente útil e necessário para os estudantes de Relações Internacionais. Eu espero que no futuro nós possamos fazer mais minicursos assim, e que eu consiga trazer os estudantes de graduação em peso de Relações Internacionais, porque você respondeu a muitas das perguntas deles. Eu leciono Direito em Relações Internacionais, que é noção básica de direito para alunos de Relações Internacionais, e o que eles mais me perguntam é por que que a gente não cria uma organização internacional do meio ambiente? Por que que a gente não faz um tratado específico sobre diversidade biológica e junta todos os outros regimes que já existem no esteio da abordagem de complexo de regimes? Por que que a gente não pega todas as empresas e transforma em sujeitos de direito internacional? Ou seja, questões que vocês estudam, né, em direito internacional público e a gente, em relações internacionais, tem menos proximidade, digamos assim, né? Então, o seu curso realmente vai ajudar muito para o pessoal de graduação em Relações Internacionais. Eu fico muito feliz e já deixo aqui o convite devidamente registrado para próximas iniciativas nesse sentido. Muito obrigada, professora Ana. Eu queria dizer, pessoal, que esse curso ele só foi possível em razão de um financiamento de um projeto no contexto do CAPES, da CAPES, né? E o projeto é CAPES Print. E esse foi um projeto da CAPES de internacionalização das universidades, né? Muitos de vocês devem conhecer. E o projeto que eu postulei, o financiamento, tem como título Justiça e Meio Ambiente. É um projeto de cooperação com a Universidade de Aix-Marseille, com a Universidade de Laval, no Canadá, a Universidade do Chile, com uma universidade no Japão. Então, é um projeto bastante ambicioso, que pretende destacar elementos do direito comparado, no que concerne à justiça e à proteção ambiental, e aqui no contexto do GERN, do Grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade, nós temos focado, né, nesse contexto, tanto do contencioso no âmbito da justiça, quanto também extrajudicial, a conservação e o sustentável dos recursos marinhos e dos recursos hídricos. Então, eu tenho focado muito mais nos recursos marinhos, e a professora Gabriela, que não sei se está aqui conosco hoje, no tema de recursos hídricos, e trabalhamos 100% em conjunto com a professora Ana Flávia no Instituto de Relações Internacionais. Esse é um projeto tanto da Faculdade de Direito quanto do Instituto de Relações Internacionais, e, portanto, a dimensão internacional e nacional não sai da nossa perspectiva, né? Ambas as perspectivas fazem parte de todos os projetos. E a professora Sandrine, né, essa cooperação já data de muitos anos, né? A professora Sandrine foi a orientadora da professora Gabriela, ela foi orientadora de muitos alunos que hoje se transformaram em professores. Não foi minha orientadora direta, mas ela contribuiu com o título da minha tese de doutorado. O título eu consegui finalizar o título graças à professora Sandrine, e acredito que essa cooperação ainda vai render muitos frutos, né? E eu agradeço sinceramente a disponibilidade da professora Sandrine de vir para o Brasil no momento tão delicado, né? Ainda estamos em fases de pandemia, com várias ondas ainda em vários países, e o Brasil é um desses lugares, né, muito ainda
sob a orientação de A Evitar, né? E a professora Sandrine, sempre muito corajosa e amante do Brasil, aceitou vir mesmo nessas condições. Então, gostaria de agradecer. A professora Sandrine vai falar, não sei se mais alguém gostaria de falar, mas eu já vou fazer os meus agradecimentos, então, antes de eu passar a palavra à professora Sandrine, de nós fazermos as fotos, mas queria fazer um novo agradecimento à CAPES, ao CAPES Print, pela possibilidade de trazer a professora Sandrine aqui presencialmente, apesar do curso virtual, ela está aqui em Brasília. Eu gostaria de agradecer à professora Ana Rossi, professora Henrique Uelva, da vice-reitoria, no contexto da Cátedra de Altos Estudos em Ciências Humanas e Sociais da UNB, que apoiaram a realização desse minicurso, a coordenação de extensão da Faculdade de Direito, do Instituto de Relações Internacionais, que se empenharam em registrar essa atividade como um minicurso, uma atividade de extensão, então vocês irão receber o certificado da universidade como um minicurso, né, uma atividade de extensão. Gostaria de agradecer novamente a Embaixada Francesa, que financiou a transmissão, financiou a tradução, né, e aqui um caloroso agradecimento ao Wendel, que fez essa tradução com muita seriedade, muito empenho, e se disponibilizou a realizá-la, mesmo com convite tardio, né. Agradecer à Finatec, que operacionalizou todo o evento, um agradecimento especial à Aline, à Edileuza, que acompanharam o minicurso, um agradecimento ao Júlio, também da empresa contratada para fazer a transmissão. Gostaria de agradecer, finalmente, a todos os doutorandos, mestrandos, pós-doutorandos, graduandas da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, especificamente a Fernanda Castelo Branco Araújo, a Naomi Takara, a Larissa Coutinho, o André Ferraço, a Sara Leal, a Isabela, a Paula, o Iarque, a Natália, enfim, uma super equipe que ajudou na organização desse minicurso, que contribuiu aqui para todas as atividades, para que o minicurso fosse possível. Então, meus sinceros agradecimentos, sem vocês, nada disso ocorreria. E agradecer a presença de todos e todas no Brasil, em outros estados, que fizeram perguntas, foram constantes aqui, estiveram conosco ao longo de todos os dias, tivemos uma presença bem constante de mais ou menos 80 pessoas, então eu fico muito contente que o minicurso da professora Sandrine pôde ser uma fonte de inspiração para que muitos e muitas integrem esses aspectos em suas teses, em suas dissertações, na sua atividade profissional. Então, é esse o nosso objetivo com esses minicursos, né? Que vocês possam complementar o conhecimento com informações atuais. A professora Sandrine trouxe aí debates atualíssimos, né? Muito atuais, de agora, negociações em curso, e certamente todos e todas sairão do minicurso, né, com mais conhecimento e com aprofundamento bem mais consistente do que antes do minicurso, né? Então, ficam meus sinceros agradecimentos. Vocês receberão o certificado, a gente vai fazer a contabilidade dos 70%. Quem ainda não respondeu o Mentimeter que nós inserimos aqui no bate-papo, por favor, respondam. Vai ser uma forma de nós avaliarmos, né, quem esteve presente, de onde, para que a gente continue em contato, mantenha o contato. Sigam as atividades do GERN lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós temos realizado vários webinários sobre o tema do direito, sustentabilidade e a interface com outras áreas do conhecimento no que concerne a conservação e uso sustentável do ambiente marinho. Então, fiquem atentos a todas as atividades e estamos aqui abertos a colaborar sempre com todas e todos. E deixo também o convite para o webinário que vai começar às 10 horas, às 11 horas, no contexto do GT Humanidades, do PPG-MAR da CECIRN. Então, essas são as minhas palavras finais. Passo a palavra à professora Sandrine, para que também faça aqui as suas palavras finais.
E logo depois permaneçam para a gente fazer a foto final. Merci beaucoup pour tous ces gentils mots. Je voudrais à mon tour, très rapidement, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, remercier tous ceux qui ont rendu possible ce cours sur le plan technique et sur le plan financier, la CAPES, l'ambassade de France, pour le soutien à la traduction, Fernanda qui a traduit mes présentations PowerPoint en portugais. Je ne suis pas capable de le faire moi-même. Je voudrais remercier très chaleureusement Wendell, l'interprète qui n'a pas ménagé sa peine pour me traduire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Karina pour son invitation, pour l'organisation parfaite de tout cela, à Anna, que je suis très heureuse de revoir ici, à tous mes amis. Karina, tu parlais d'une passion du Brésil. C'est vraiment une passion du Brésil que j'ai, mais c'est avant la passion du Brésil, c'est une passion des Brésiliens. Et donc, je suis très contente d'avoir eu cette occasion d'échanger avec vous. Le cours était très interactif. Ça m'a beaucoup apporté, beaucoup enrichi. Donc, vraiment, merci à tous de tout cœur pour cette participation. J'espère bien avoir d'autres occasions de vous revoir et cette fois en dehors de toute pandémie et en personne et pas sur Zoom. Donc, un grand merci. Palmas, eu estava procurando aqui, né? Tem uma funçãozinha do Zoom que coloca palmas, mas eu não encontrei. Bom, muito obrigada, professora Sandrine, muito obrigada a todas e a todos. Quem puder abrir a câmera, vamos fazer agora aqui uma foto final, inserir em modo galeria. Eu acho que por vez vão aparecer, não sei, Aline, 48, né? Então talvez a gente faça em 2 vezes a foto. Então, sorrisos. Super obrigada, pessoal. E é um prazer vê-los aqui um pouquinho, né? Próxima vez espero que presencialmente. E estou vendo aqui Fernanda Borges, faz tempo que eu não vejo. Fernanda Toneto, várias pessoas, Tainá, Bárbara, Guilherme, Sandro, Carlos. Grande prazer, viu, pessoal? Muito obrigada pela participação e certamente nos encontraremos em eventos futuros, cursos, seminários, e espero que da próxima vez presencialmente. Antônio. Wendel, muito obrigada mais uma vez. Larissa. E estão todos e todas convidados e convidadas para o próximo webinário agora, então tem que sair de uma sala do Zoom e ir para uma outra sala do Zoom. Pelo menos não tem que pegar, não tem trânsito, né, para passar de uma sala para outra. Vantagens e desvantagens, né? Leosandro, queria agradecer ao pessoal aqui da turma de gestão, Direito e Gestão Sustentável do Ambiente Marinho, Recursos Marinhos, Larissa, Leosandro, Rogério, quem mais? Vou dar falta para quem não veio, hein? Ou para quem ficou na outra sala, né, professora? Porque nem todo mundo entrou aqui, né, entrou como palestrante. Segundo a Aline, ela promoveu, ou o Júlio, promoveu todo mundo a palestrante, né? Bom, pessoal, então, são 10h30, muito obrigada a todos e a todas, Carlos, Nelson, Guilherme, Carolina, Mayra, Igor, deixa eu ver quem mais, Handley, Fernanda, e todos e todas que não puderam ligar a câmera, né? Nos vemos numa próxima oportunidade. Até breve.